Bonjour à tous et bienvenue à l'actu de la semaine. Aujourd'hui, j'entame la conversation avec notre invité dans le cadre du 41e Festival du cinéma international de l'Abitibi-Témiscamingue. Et sur le film, on va parler aujourd'hui du film Pour nous, chez nous, qui est présenté en ce moment dans une tournée régionale en Abitibi. Et pour ce faire, nous avons le réalisateur de ce documentaire-là, qui est natif de Rouyn-Noranda, Dominique Leclerc, bonjour. Natif et qui habite Et qui habite encore. Excellent, ça. Donc, tu n'as pas quitté la région, finalement. J'ai quitté la région 4 ans pour aller à l'école à Montréal. Ah, OK. J'ai adoré la métropole. En fait, j'aime vraiment tout le Québec, mais il y a comme un truc quand même qui m'attache à cette région-là qui est la nôtre. Il y avait comme un appel. OK. Je pense que je suis peut-être revenu même plus vite que ce que j'avais imaginé. Ah oui? Mais ça a comme été naturel de revenir OK. ici. Ouais. Donc, toi, tu es réalisateur de films, de documentaires. Est-ce que tu as réalisé d'autres films autres que des documentaires ou ça a toujours été ta passion, ça, ce côté-là? Oui, d'autres films. J'ai fait beaucoup de. J'ai fait des vidéoclips, j'ai fait des films publicitaires, j'ai fait. Dans la région, j'ai fait aussi beaucoup de vidéos. J'ai fait aussi corporatives ou des vidéos aussi pour le théâtre. J'ai fait des mappings architecturaux. Okay. Donc, oui, en fait, c'est une espèce d'équilibre entre des contrats que je vais prendre et ma pratique artistique, si on veut. Ouais. OK. Puis là, on dirait que j'aspire à ce que ça soit toujours un peu moins de contrats pour plus de pratique artistique. Puis c'est ça qui... Oui, je dirais que je suis de plus en plus dans cette espèce de démarche-là. Ouais. Fait que la balance, ça commence à prendre le dessus sur le côté artistique, là. Exact. Le documentaire que tu as fait, peux-tu nous en parler? Pour nous, chez nous, ça représente quoi pour toi, ça? Et pourquoi tu as décidé de faire ce documentaire? C'est un documentaire qui a été développé avec la boîte de production avec qui je travaille, qui est Lusticia Productions, qui, eux, sont à Montréal. C'est une réflexion qu'on a eue. Je pense que cette réflexion-là, on l'a eue, je dirais, c'est une réflexion collective, globalisée. C'est-à-dire qu'on a réalisé, par exemple, qu'au Québec, avec la pandémie, on a réalisé qu'on était assez dépendant des chaînes d'approvisionnement. Tu sais, quand la pandémie a fait en sorte que les frontières étaient un peu plus bloquées, on a eu une espèce de réflexion collective sur l'autonomie alimentaire ou même sur l'autonomie de nos besoins de base. Par exemple, on a vu qu'on ne faisait pas de masques, on a vu qu'on ne faisait pas de vaccins. Puis là, on s'est dit, on a tout ce qu'il faut au Québec pour faire à peu près tout ce qu'on veut, tu sais. Comment ça? C'est quoi la séquence qui fait en sorte qu'on n'a pas cette autonomie-là, tu sais? Moi, je pense que demain matin, là, aujourd'hui, là, on est quoi, le 31 octobre 2022, on ferme les frontières. Je pense qu'on aurait faim. Tu sais, je pense qu'on n'a pas... tu sais, c'est ça. Donc, bref, on s'est dit, comment qu'on peut réfléchir l'autonomie de façon globale. Puis là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, allons-y par ressources. Comment va la forêt au Québec? Comment vont les mines? Comment va l'eau? Comment vont nos terres agricoles? Comment va, il m'en manque, les pêches. Le Saint-Laurent, on le connaît très peu, c'est comme une voie navigable, mais il y a plein de poissons qui se pêchent là, puis on les connaît pas tant que ça, ces poissons-là, à part le homard au mois de mai, mais après ça, c'est pas mal fini. Ouais. Donc, bref, on a subdivisé ce projet-là par ressources pour finalement se rendre compte d'un gros enjeu qui est la financiarisation. Voilà. Pas pire, hein? Exact. Ça, c'est gros. C'est comme un peu compliqué, hein? Ouais. Puis je vais être super honnête, c'était super angoissant d'attaquer cet enjeu-là. Ça devait parce que tout l'aspect mondialiste, multinational, qui gère tout ça, tu t'en es cogné à des portes que peut-être qui ne voulaient pas donner des réponses par rapport à ça. Là, c'est ça. Autant que c'était épeurant, comment je pourrais dire ça? La posture de l'ignorant, à un moment donné, il faut l'accepter. Puis c'est un peu ça que j'ai fait, c'est que je me suis dit, OK, je ne connais rien. Je fonce dans cet enjeu-là en me disant, je veux apprendre, je veux essayer de démêler tout ça. Puis la posture de l'ignorant, son avantage, c'est que
si je finis par comprendre de quoi, je vais être capable de l'expliquer. Puis c'est à ça que ça sert, faire un documentaire, c'est que moi, je ne m'adresse pas à des experts en finance, je m'adresse à monsieur, madame, tout le monde, tu sais. Donc, dont je fais partie, tu sais. Donc, c'était le fun d'attaquer ça, finalement, de se dire, OK, je vais essayer de démêler tout ça. Donc, tu sais, ça reste que le chemin, c'est de passer par des experts. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on a fait une bonne partie du tournage avec François l'Italien, qui est un sociologue qui réfléchit l'économie du Québec. Puis on est allé à la rencontre de des gens qui sont près de la ressource, avec un économiste, pour jaser, créer des rencontres et parler de ces enjeux-là. Donc non, j'ai pas été cogné à la porte des actionnaires de multinationales. C'est ça, exactement. Non, c'est pas ça. sûr que tu aurais eu des réponses. Ou Oui, peut-être puis- des portes closes. Oui, puis c'est super complexe. Hein? Tu sais, une multinationale, en fait, puis on en parle dans le film, c'est que c'est un peu rien puis personne. Tu sais, c'est des organisations tellement vastes qui ont des succursales dans différents pays, donc avec des lois qui sont différentes dans chacun de ces pays-là. Donc, législativement parlant, c'est hyper compliqué. Des actionnaires souvent un peu anonymes, plutôt qui sont même pas nécessairement responsables des actions des multinationales en question. Donc, c'est effectivement complexe. Donc, de démêler tout ça, tu sais, je ne m'attaque pas tant aux structures des multinationales qu'aux résultats de ce que ça donne. Tu sais. Exact. Ouais. Si je te dis des mots-clés que j'ai entendus dans le film, d'ailleurs, très bon film, j'ai beaucoup aimé, ça venait me chercher beaucoup sur plusieurs points, mais en même temps, ça a amené un certain débat, un débat de société à l'intérieur de ça. Et je pense que quand les gens vont aller le regarder, ce film-là, ils vont ressortir avec des réflexions, comme tu l'as dit, et une façon de voir les choses peut-être autrement et de se questionner eux-mêmes. Et peut-être que là-dedans, ça va déboucher des idées créatives pour dire, bon, ben l'autonomie alimentaire, on peut-tu se le faire nous-mêmes de ce côté-là? Donc, je trouve ça intéressant, l'apport que tu apportes justement dans ce film-là à se questionner par rapport à ça. Si je te dis société vulnérable pour toi, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire une société qui n'est pas en mesure de... je dirais que c'est le contraire de l'autodétermination. Ça veut dire qu'on est vulnérable aux autres. Ça veut dire qu'on est comme... On est... c'est ça, on dépend finalement des autres. Puis l'affaire, c'est qu'on le voit, tu sais, il suffit de, par exemple, un conflit à des milliers de kilomètres d'ici, que tout d'un coup, le prix de certains aliments augmente ou... tu sais, là, un enjeu que, tu sais, on ne voit pas encore toutes les conséquences qui s'en viennent, mais le pétrole, c'est pas sans fin, c'est pas infini. On voit que ça fluctue beaucoup. Donc, la journée que le pétrole va être à 5 $ le litre, tu sais, à un moment donné, parce que le monde globalisé dans lequel on vit dépend du pétrole. Tu sais, ça carbure au pétrole, les bateaux cargo. Tout donc, le transport. Oui, c'est est à ça. cet Donc effet-là. là, tu dis, OK, on est à une ressource de briser complètement cette chaîne-là, puis on en dépend. Donc C'est ça. c'est une grande vulnérabilité qu'on a. Là. Exactement, parce que on le voit très bien dans les épiceries, comment est-ce que les coûts augmentent. Puis ils augmentent pourquoi? Parce que le transport, au niveau du coût du marché de l'essence, du mazout, ça l'augmente. Donc, on dépend de toute cette chaîne-là de distribution. Donc, c'est pas évident là, pour le commun des mortels. Et surtout, en plus, que le coût de la vie augmente très rapidement, sauf que les salaires ne suivent pas nécessairement cet aspect-là. Là. Voilà. Puis, tu sais, ce qui est fascinant avec les salaires qui ne suivent pas, c'est que là, on voit que les ultra-riches en ce monde, eux, ça augmente. Ah oui. Donc, il y a de quoi qui est comme, oh là là, il y a un truc quand même de brisé. Ouais. Il y a un débalancement Ouais. aussi qui se passe de ce côté-là. Autonomie du Québec, ressources naturelles pour toi. On parle de quoi exactement? En fait, c'est qu'on est super riche en ressources naturelles, puis on a développé une logique, puis ça date de longtemps. C'est comme si le Canada s'est développé dans la logique de l'extractivisme. Là, c'est un gros mot, mais l'idée, c'est qu'on extrait des ressources naturelles pour les envoyer vers des marchés étrangers. Mais c'est comme si c'était notre vision de développement. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on extrait pour vendre.
Mais c'est comme si on n'a pas pensé développer plus localement. C'est comme si le but de ça, c'est de l'envoyer. C'est comme si, puis tu sais, ça part de la Nouvelle-France, on envoyait les fourrures en France. Après ça, il y a eu la foresterie, c'était pour la France puis pour l'Angleterre. Donc, tu sais, c'est comme si le territoire qu'on habite a toujours été prédestiné pour servir l'autre et non nous servir. Donc, il y a comme une espèce de... Là, il y a un truc, là. Je pense qu'il y a une prise de conscience collective qu'il faut faire au Québec et au Canada, de se dire, OK, attends un peu, là, on peut-tu servir de ça autrement? Parce que l'ironie, c'est que je pense, dans les masques qu'on avait besoin pour la COVID, il y a une fibre de bois qui vient probablement du Québec, là. Donc, on ne faisait pas les masques, mais c'était nos produits. Mais on ship ça là-bas pour en revenir. Donc, il y a une incohérence qui est là. Il y a des absurdités. La même chose au niveau de la viande, quand on le produit beaucoup en Alberta, qui est shippé aux États-Unis. Puis ici, on se retrouve avec de la viande qui vient de l'extérieur. Il y avait dans nos recherches, c'est un projet, je ne sais pas si c'est fait, là, mais il y avait un projet au Nouveau-Brunswick où c'était la plus grande bleuetière, genre de l'Est du Canada, que les bleuets allaient partir congelés en Chine, puis ils allaient revenir en Amérique en tarte. Je veux dire, il y a... non, ça... Il y a probablement eu un calcul comptable là, qui a rendu ça possible, mais il y a de quoi qui n'a aucun sens. Au-delà des chiffres, à un moment donné, il va falloir faire des choses signifiantes. Exact. Et aussi, surtout qu'avec la pandémie, là, on est dans la post-pandémie, on a vu les prix royalement augmenter au niveau de la Chine à venir transporter ici. Donc, je pense qu'il y a peut-être un questionnement qui va être fait comptable pour se dire, on est peut-être mieux de le fabriquer ici au Canada puis de garder notre matière ici au Canada. Là. Oui, puis cette logique-là là, est bonne pour nous, mais dans le film, on voit bien aussi que c'est bon pour les autres. C'est-à-dire que, tu sais, par exemple, il y a un bel exemple dans le film où on parle par exemple, des raisins du Chili. Le Chili, actuellement, ils vivent des sécheresses incroyables. Oui. Puis 80% de leur eau sert à de la production alimentaire qui, elle, sert à être exportée. Wow. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un coût hydrique aux raisins qu'on consomme qui vient du Chili. Puis eux, ils ont une population qui meurt de soif. Ils n'ont pas nécessairement assez d'eau pour la population. Puis nous, on consomme des raisins qui, dans le fond, leur enlèvent leur eau. Oui. Donc, il y a comme une espèce de truc qui est... tu sais, pour nous, chez nous, c'est aussi bon pour eux. Il y a comme un... À un moment donné, on est tellement dans une espèce de truc globalisé que ça devient comme absurde. C'est ça. Il faut, en quelque sorte, il faut rentrer dans un écosystème ou bâtir cet écosystème-là pour que tout le monde puisse partager, s'entraider et collaborer, arriver dans un collaboratif. Mais ça, tu viens de dire vraiment le bon mot. C'est comme si, depuis 50 ans, on nous parle beaucoup de « Hey, la compétition, c'est bon ». On peut-tu comme inverser ça puis de se dire la collaboration, c'est mieux? C'est ça. C'est ça. Exactement. C'est de trouver chacun ses forces et chacun ce qui peut combler de l'autre. Exact. Et c'est de voir ça de cette façon-ci parce que je pense qu'il y a tellement de richesses partout sur la planète. Puis après ça, ça ne veut pas dire de ne pas partager. Là. Mais non. C'est ça, il y a comme... exact. Exactement. Ouais. Est-ce que tu crois que c'est le libre-échange qui a amené cette façon de penser? Tout à fait. En fait, on a un peu... on a des frontières là, dans le monde, mais on a comme enlevé ces frontières-là pour le marché. Puis là, on a mis le mot « libre », qui comme, on dirait qu'on l'a opposé au mot, c'est le protectionnisme ou le libre marché. Puis là, c'est comme si on a réussi à rendre le protectionnisme... C'est comme si c'est mauvais, le protectionnisme, puis le libre marché, il y a comme quelque chose de positif. Là, après ça, il y a plein de nuances à amener là-dedans, mais clairement, on a comme déréglementé les marchés, puis là, c'est rendu une grosse bébite globale qui, finalement, ça sert à qui? Ça sert à enrichir des Amazones, finalement, c'est des immenses joueurs. Puis c'est comme si tous les canaux de distribution d'argent s'en vont dans les mêmes poches, finalement, puis au détriment des collectivités qui vivent sur le territoire, tu sais. C'est ça, puis, tu sais, autant que une réflexion qu'on avait en tournant le film, c'est protectionnisme.
on pourrait peut-être le réfléchir autrement. Là, on parle de protectionnisme par rapport au prix. On est encore dans une logique économique. Mais on pourrait se dire, OK, il n'y a aucun produit qui rentre dans notre État qui ne correspond pas à des bonnes mesures d'hygiène, des bonnes conditions de travail des gens là-bas, des bonnes conditions environnementales. Tu sais, au lieu que ça soit une affaire de prix, ou ça devrait être un protectionnisme conditionnel à des trucs éthiques. Tu sais, ça pourrait être une solution. Je comprends, exactement. Ouais. Je trouve ça intéressant ce que tu apportes justement comme réflexion par rapport à est-ce qu'on achète de là, est-ce qu'on devient collaborateur et partenaire de là, mais à quelles conditions? Exact. À quelles conditions? Puis en plus, ce que ça apporte aussi, cette information-là, c'est la retombée économique ici au Québec qui semble être mince par rapport à tout ce qu'on envoie à l'extérieur aussi. Bien, c'est ça, tu sais, c'est comme si notre modèle, là, c'est encore, on attend qu'un investisseur étranger vienne s'installer, puiser la ressource, puis finalement, ce qu'on espère, c'est des jobs, tu sais. C'est ça. Donc, tu sais, c'est comme un modèle qui, ça ressemble à, c'est du colonialisme d'une autre époque. C'est comme un modèle désuet qui date du 19e siècle. Là, il serait comme temps là, qu'on réfléchisse ça autrement. Puis c'est des modèles souvent basés sur du gros volume. OK, du gros volume. On coupe, on puise, pour le plus vite possible. Tu sais, on fait même des chiffres de nuit d'une mine. Tu sais, dans le fond, des chiffres de nuit d'une mine, on est en pénurie de main-d'œuvre. Il y a comme une absurdité aussi de se dire on va vite. Mais vite, c'est pour qui? C'est pour des actionnaires qui habitent même pas le territoire. Donc, il y a comme. Comment ça qu'on. Tu sais, des fois, on l'oublie, mais pourquoi que nos mineurs ont des chiffres de nuit? On pourrait se dire, tu sais. Si en plus, on est en pénurie de main-d'œuvre, on pourrait comme être. En plus, ces mines-là, après ça, ces mines-là pourraient même être. Durer plus longtemps. Tu sais, on parle d'économie durable ou de. Donc, il y a des trucs comme ça que c'est à se demander. On a comme oublié de réfléchir à ça. Exactement. Et tu apportes un point aussi. J'ai vu que dans ton documentaire, tu es allé à différents endroits au Québec tourner. Entre autres, je pense que le Témiscamingue en faisait partie avec ses terres qui sont achetées par des multinationales ou autres, des étrangers, et qui ne les cultivent pas. Exact. Mais ça, je trouve que c'est les terres agricoles, c'est peut-être la ressource qui je trouve, c'est le plus facile, c'est l'exemple le plus facile pour expliquer c'est quoi la financiarisation. C'est-à-dire que une terre agricole, si on veut rester dans le sens, là, normalement, ça devrait servir à nourrir des gens. Ça devrait servir à faire des légumes ou des denrées alimentaires. Là, en fait, c'est que ce qu'on réalise, c'est qu'il y a depuis quelques années, 50% des terres agricoles qui se vendent à chaque année sont achetées par des non-agriculteurs. Parce que ça a c'est comme une valeur refuge. Tu sais, acheter une terre agricole, on sait que dans 5 ans, dans 10 ans, elle va valoir plus cher. Mais le problème, c'est qu'on est en train de perdre du territoire agricole pour l'agriculture. Donc, tu sais, quand on parle d'autonomie alimentaire, bien ça, c'est comme c'est direct. Là, on vient de perdre un territoire qui aurait pu servir à nourrir du monde. Et surtout, en plus, que ces territoires-là, habituellement achetés de l'étranger, ils ne feront rien avec. Non, tout se perd. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils ne veulent pas non plus que la terre tombe en friche parce que là, elle perdrait vraiment de la valeur. Donc, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont demander, par exemple, ils vont autoriser, des fois, ils vont même charger pour ça, mais ils vont autoriser, par exemple, des fermiers du coin à venir faire les foins pour nourrir les vaches, les animaux et tout ça. Mais, tu sais, ça reste que c'est pas... après ça, c'est pas comme une famille qui s'installe, qui aurait pu mettre des enfants dans une école. Ça peuple pas le village. Non, c'est ça. Donc là, tu sais, ça fait en sorte qu'on pourrait, à terme, s'imaginer que nos régions sont même plus habitées. Ça devient des zones d'extraction. Où on prend la ressource pour finalement nourrir les villes. Puis là, c'est comme la vision triste de la chose, mais c'est vers ça qu'on pourrait aller, si on laisse aller tout ça. Là. Est-ce que tu vois un fléau dans le sens que, on parle d'ici du Québec, donc les Québécois, il y a de moins en moins de gens qui s'en vont vers l'agriculture, qui fait que cultiver n'est plus nécessairement
oui, tu peux cultiver, mais est-ce que c'est payant? Est-ce que tu peux en vivre? C'est peut-être ça aussi là, qui occasionne le fait qu'on se bat contre des étrangers qui, eux, vont venir faire de l'argent là-dessus. Exact. Mais tu sais, c'est sûr que là, en fait, ce qui rend ça pas payant aussi, c'est que cette espèce de financiarisation des terres-là fait augmenter la valeur des terres artificiellement. Parce que quand c'est un fonds d'investissement qui achète une terre, elle a les moyens. Donc, une famille, par exemple, qui veut acheter la terre un montant X, puis là, tu as comme un fonds d'investissement qui arrive puis qui bête plus haut. Ben, à un moment donné, il vient un temps où cette terre-là, si c'est pour faire pousser des légumes, elle ne sera pas rentable. Non. Donc, eux, la famille arrête, ne l'achète pas. Donc, en tout cas, il y a comme un déséquilibre aussi. Tu sais, la financiarisation gonfle artificiellement les prix des terres agricoles, puis effectivement, ça fait en sorte que ça devient plus payant aussi. C'est ça. Il n'y a pas vraiment une aide qui vient soit des paliers gouvernementaux où l'aide est pas assez grande par rapport à ça, et aussi toute la distribution, c'est la chaîne de distribution de l'agriculteur ou du maraîcher qui va vendre à des épiceries et tout ça, mais on sait que la cote financière n'est pas très élevée qui va arriver dans leur poche. Exact, exact. Puis tu sais, là, ça, c'est un gros enjeu aussi, c'est de se dire, à un moment donné, dans le film, on parle, tu sais, les terres, les agriculteurs, il faut qu'ils en ont déjà, tu sais, tous les agriculteurs ont des subventions. Puis ça, c'est bien, puis il faut continuer parce que, en fait, ça va au-delà de... En fait, c'est notre survie. En fait, je veux dire, c'est notre autonomie alimentaire, c'est notre sécurité alimentaire. Tu sais, on parlait de couper les frontières. Il faut comme se dire que ce scénario-là pourrait toujours exister. Tu sais. Dans le film, un des intervenants, François l'Italien, il cite Charles de Gaulle qui dit, après la Deuxième Guerre mondiale, Charles de Gaulle aurait affirmé qu'on assujettit bien un peuple qui n'est pas capable de se nourrir lui-même. Tu sais. Donc, c'est un peu ça, l'idée. Ouais. C'est vraiment intéressant. Je pense que les gens vont adorer aller voir le film au cinéma. Avant de dire que ça va passer quand au cinéma et tout ça, moi, j'aimerais apprendre à te connaître. C'est qui, ça, Dominique Leclerc? Est-ce qu'il a toujours fait des films? Il a étudié où? Donc, parle-moi de toi un peu pour qu'on te connaisse. Ben moi, j'ai grandi à Rouyn-Noranda, puis avec un attachement profond. J'ai toujours adoré ma région. Puis c'est drôle, en fait, j'ai toujours trippé sur le cinéma. Je me souviens que ça fait partie de mes trips depuis l'enfance. Mais en même temps, tellement que j'ai toujours idolâtré ça, que c'est comme si c'était pas accessible. Puis j'ai toujours trouvé ça, wow, tu sais, être réalisateur. C'est comme si j'avais pas la prétention de pouvoir devenir ça un jour. Donc, rapidement, en tout cas, c'est comme si je me suis jamais dit que c'était possible. Donc, c'est pas là que j'ai été. J'ai étudié en animation et recherche culturelle à l'UQAM. Le programme a changé de nom aujourd'hui, ça existe toujours. OK. Puis, parallèlement à ça, en fait, à l'université, j'ai acheté une petite caméra 8 mm. Non, c'est pas 8 mm, excuse, c'est mini DV. OK. Puis j'ai beaucoup filmé avec ça, toutes sortes de trucs. Je faisais des films à ma buanderie. Puis, non, mais ça m'a familiarisé avec le montage. Puis avec les années, je voyais un peu le résultat. Puis je voyais que ça faisait de quoi auprès de mes amis. Puis j'ai comme développé une confiance. Puis de fil en aiguille, j'ai fini par faire ça de ma vie. C'est un beau rêve qui se réalise, ça. C'est de suivre sa passion jusqu'au bout. Je te félicite réellement parce qu'il n'y a pas tout le monde qui arrive à ses fins pour réaliser son rêve de ce côté-là. Maintenant, on peut voir pour nous, chez nous, où? Bien là, en fait, on est en train de faire une tournée. On va être diffusé quand? C'était demain. Demain? Ah, bon, bien génial. OK, donc demain, on peut voir le film. Ce qui veut dire le 1er novembre. Le 1er novembre. On ne peut pas le voir demain. C'est le 2 novembre. On va pouvoir le voir à La Sarre, au cinéma de La Sarre. À La Sarre? À La Sarre. OK. À 7 h. 2 novembre à 7 h à La Sarre. Exactement. Et ensuite, on va pouvoir le voir le 3 novembre à Val-d'Or. À Val-d'Or. OK. Toujours à 7 h. Et finalement, le 9 novembre à Télé-Québec. Ah oui! À 20 h. Donc, à la télé, donc les gens vont pouvoir aussi le voir à la télé.
Ouais. Intéressant, Donc, ça. à la télévision, sur les ondes de Télé-Québec, donc la première première télé, ça va être le 9. Mais après ça, il y a comme plusieurs diffusions dans la semaine. Puis je pense que dès le 9, le film va être disponible sur la plateforme Télé-Québec OK. Wow. pour la vie. Ben, c'est génial, ça. Félicitations. Hey, merci. Moi, j'invite tout le monde à aller regarder ce film-là, documentaire. Vous allez adorer, je pense, si vous aimez réellement vous mettre dans la réflexion de la société, tout ce qui se passe en ce moment au niveau de l'autonomie. L'autonomie, autant des ressources naturelles que alimentaires. Donc, c'est vraiment intéressant. Amos, c'est le 31 octobre, donc c'est ce soir pour nous. Et Ville-Marie et Rouen ont déjà eu la chance de pouvoir regarder ce film-là dans leur cinéma. Donc, alors moi, je vous laisse. Merci d'une part. Hey, merci à tellement. toi. C'était vraiment le fun. C'était super intéressant. Je veux revenir. Oui, ben, Oui. quand tu veux. OK, je vais faire des films juste pour revenir te Oui, voir. parfait. Tu reviendras quand tu veux. Alors, moi, je vous laisse là-dessus avec une question sur Facebook. Vous pourrez me dire ou nous dire, sommes-nous maîtres chez nous, ici au Québec? Est-ce que nous sommes maîtres? Alors, vous pourrez écrire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez de ça. Et je pense que tu as déjà eu des témoignages de ton film. Alors, je vous laisse aller regarder ça à chaque endroit qu'on a nommé, et puis Télé-Québec, très bientôt dans votre télé. Alors, merci à tous, merci, à bientôt. Nous, je te remercie encore. C'était le fun. Oui, merci.